En 1787, Thomas Jefferson écrivait « L'arbre de la liberté doit être abreuvé de temps à autre avec le sang des patriotes et des tyrans ». Les penseurs du contrat social appelaient « état de nature » la situation fictive qui précède la création d'une société. Locke nous explique que l'homme est libre dans l'état de nature. Pourquoi abdique-t-il dès lors de cette liberté au profit d'une autorité? Parce que, même si l'état de nature n'est pas la guerre de tous contre tous que dépeint Hobbes, la jouissance de ses biens propres est mal assurée et ne peut guère être tranquille. Les hommes vont s'unir entre eux et composer un corps pour la conservation mutuelle de leur vie, de leur liberté et de leurs biens, c'est-à-dire les propriétés. En effet, la seule finalité des hommes qui s'unissent en communauté et reconnaissent un gouvernement, c'est la conservation des propriétés. C'est pour cela uniquement que l'homme doit décider de quitter l'état de nature, pour faire protéger sa property. Si l'association ne donne pas satisfaction à ce niveau, elle n'a dès lors aucun sens. Dans l'état de nature, l'homme, outre la liberté de jouir des plaisirs innocents, a deux pouvoirs, celui de faire tout ce qui est nécessaire à sa conservation et à la conservation des autres, et celui de punir les crimes commis contre les lois. On se défait de ces deux pouvoirs dans la société politique. On ne peut plus faire tout ce qui est nécessaire à sa conservation. La liberté est maintenue, mais resserrée, dit Locke, c'est-à-dire canalisée. On ne peut plus non plus se faire justice soi-même. Cela dit, il ne s'agit pas de tomber dans un état inférieur à celui dont on jouissait dans l'état de nature. Cet état de nature n'est pas mortel comme le prétend Hobbes. Si on le quitte, c'est au minimum pour conserver ce dont on jouissait à ce moment-là. Il faut impérativement que les hommes puissent conserver leur personne, leur liberté, leur propriété, contrairement à ce que dit Hobbes. Le dernier chapitre du traité contient la fameuse théorie lockéenne du droit de résistance à l'oppression. C'est l'un des points les plus originaux, et c'est le cas de le dire, les plus révolutionnaires du traité. On peut envisager 5 causes légitimant la dissolution. Premièrement, cette dissolution peut arriver lorsque la puissance législative est altérée parce que le roi établit l'arbitraire de sa volonté personnelle au lieu et place des lois. Deuxièmement, il peut arriver que le prince empêche le pouvoir législatif de se réunir. Troisièmement, il peut arriver que le prince change, sans le consentement du peuple et contre les intérêts de l'État, les membres du pouvoir législatif. Quatrièmement, il peut arriver que le peuple soit livré et assujetti à une puissance étrangère par le roi ou le pouvoir législatif. Cinquièmement, en cas de négligence ou d'abandon de l'emploi du pouvoir, ce qui signifie que les deux branches du pouvoir n'assurent plus la protection de la property. Dans ce cas, le peuple peut exercer son droit de résistance à l'oppression. Il peut déposer le gouvernement manu militari et en établir un nouveau à la place. Il est même nécessaire de le faire avant l'effondrement du régime pour éviter que, dans la foulée, n'émerge une tyrannie. Locke examine une objection possible. En consacrant le droit à la résistance à l'oppression, ne va-t-on pas assister dès lors à de fréquentes rébellions? Locke répond à cette objection. Premièrement, ce ne sont pas des lois interdisant la rébellion qui vont empêcher les rébellions. Deuxièmement, le peuple ne se rebelle pas pour des fautes légères. Troisièmement, le pouvoir qu'a le peuple de se doter d'un pouvoir législatif est le plus fort rempart qu'on peut opposer à la rébellion. Cette théorie de la résistance à l'oppression, dont l'un des opposants était le philosophe Emmanuel Kant, est en réalité une théorie de la révolution. Écrite aux alentours de 1680, elle convient parfaitement pour justifier la Glorious Revolution, c'est-à-dire la révolution anglaise, mais aussi les révolutions futures, les révolutions américaines et françaises. L'originalité de la théorie du tyrannicide de Locke tient à ce qu'il présente le droit de résistance à l'oppression comme un principe qui fait organiquement partie de la Constitution. Cerco